Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'embauche, on en parle dans cet entretien. On va essayer de passer à la loupe la loi 2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions et la procédure d'embauche, le placement de la main-d'œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin. Ces articles qui régissent le contrat de travail entre l'employeur et l'employé sont-ils la solution qui soulage? Nous allons apporter toutes les réponses possibles avec Brice Dos Santos. Il est juriste. Bonsoir, Monsieur Dos Santos. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de me recevoir. Alors, ma première question, elle est celle-ci. Est-ce que cette nouvelle loi vient abroger toutes dispositions antérieures? Merci, non, pas tout à fait. Je crois que la loi elle-même dispose en ses articles 63 alinéa 2, et précisément, je cite, que reste en vigueur toutes les dispositions antérieures qui ne sont pas contraires à la loi. Et l'article 64 dit que la loi abroge toutes les dispositions antérieures qui sont contraires. Donc on dira que survivent, cela emporte de facto la survivance des autres dispositions du Code du travail qui ne sont pas contraires à la loi 2017. Et donc la nouvelle loi, c'est un peu comme une complémentarité? Si vous voulez, voilà. Disons que notre Code du travail a été revisité avec cette nouvelle loi. Elle a été revisitée et puis bon, il y a des dispositions, désormais il y a des dispositions, les dispositions sont éparses, donc il faut aller chercher dans la loi sur l'embauche et puis il y en a qui restent encore en vigueur dans le Code du travail. Et selon vous, quelles sont les innovations qui ont été apportées par cette nouvelle loi? Bon, moi je parlerai on ne pourra pas tout aborder, mais il y en a quelques-unes qui méritent d'être examinées rapidement. Je crois que avant, dans la loi de 1998, donc le Code du travail, le régime de l'essai n'était pas véritablement organisé. Et cette fois-ci, il est dit qu'il y a une clause du travail qui doit prévoir une période d'essai. Ensuite, il y a le régime de l'intérim. L'intérim n'était pas du tout organisé dans notre Code du travail. Et donc, cela est une innovation d'un point de vue majeur parce que la loi a organisé désormais le régime de l'intérim et de la mise à disposition de main-d'œuvre et puis d'embauche. Donc, c'est d'ailleurs pourquoi on parle de loi sur l'embauche et puis de la main-d'œuvre, etc., etc. Donc, voilà, moi, les deux grandes innovations majeures. Il y en a d'autres, mais celle-là mérite d'être l'on s'y attarde. Voilà. Alors, vous, en tant que potentiel travailleur, est-ce que vous vous sentez en sécurité? Est-ce que vous vous sentez protégé par cette nouvelle loi de l'embauche? C'est une question assez insidieuse. Mais je dirais, protéger, ça dépend du statut dans lequel je me trouve. Si je suis dans un contrat à durée indéterminée, mais c'est que, bon, a priori, sauf si moi-même je tombe dans des travers, d'accord, qui permettent à l'employeur de me licencier facilement, je ne suis pas véritablement protégé. Mais si je suis dans un contrat à durée déterminée, et vous savez que désormais, le contrat à durée déterminée, sous l'égide de la nouvelle loi, est devenu un contrat, on peut le renouveler ad vitam aeternam, sauf que la loi précise que au 4e terme, cela, toute terminaison donc de ce contrat, ou je vais dire, si on veut avant de mettre un terme à un nouveau CDD, donc au 4e terme, il faudrait désormais qu'il y ait un préavis. Bon, je ne sais pas donc quelle est la nuance que l'on peut faire désormais entre. Mais dites-le nous, vous êtes à même de nous dire, puisque vous êtes juriste. Oui, un contrat de travail à durée déterminée, un contrat de travail à durée indéterminée. Donc on va y revenir. Mais pour l'essentiel, je dirais que la protection est fragilisée désormais. Il faut qu'on ne se cache pas. La protection, la loi de 1998, donc le Code du travail, de mon point de vue, avait offert un certain parapluie
Et donc, une protection à l'employé que l'on ne retrouve pas ici dans le code du travail, dans la loi sur l'embauche. C'est bon, on peut dire que cela vient rééquilibrer un peu les choses, mais quand on sait que dans la relation du travail, le maillon faible peut être le travailleur, et au regard de tout ce qui a été pratiqué jusque-là, toute loi du travail a un peu tendance à protéger, et peu ou prou, l'employé. Mais celle-ci vise essentiellement, donc la loi sur l'embauche vise essentiellement, qu'on ne s'en cache pas, à protéger les intérêts. Vous l'avez dit, vous l'avez vous-même dit, quand on lit, quand on parcourt un peu les articles, on a l'impression que l'employeur est beaucoup plus protégé que l'employé. Selon vous, est-ce que c'est fait à dessein, cette nouvelle loi de l'embauche? Fait à dessein, je crois que j'estime que le souci du législateur était peut-être de rééquilibrer un peu les choses. Mais parce que les choses étaient déséquilibrées? Parce qu'il y a une certaine pratique. La pratique aussi, c'est que il y avait des condamnations. Parfois, les entreprises étaient lourdement condamnées lorsque parfois elles contrevenaient aux dispositions des lois sociales. Mais cela dit, est-ce pour autant que la question qu'on devrait se poser, c'est que est-ce que cette nouvelle loi a réussi à faire l'équilibre? Quand on sait que désormais, en termes de dommages-intérêts, quelles que soient les circonstances, vous n'avez que 3 mois de salaire brut, et si c'est plancher, et au plafond, vous n'aurez qu'un maximum de 9 mois de salaire. Alors, finalement, qui est-ce qu'on protège véritablement? Il y a peut-être un souci du législateur de ne pas livrer les entreprises, mais faut-il pour autant livrer les individus qui font les entreprises? C'est là la question majeure. Donc je crois que chacun pourra tirer la conclusion. Cette loi, on pourra dire que autant les employeurs se plaignaient de ce que la loi de l'ancien Code du travail, donc qui demeure notre Code du travail, faisait, je vais dire, la part belle aux employés. Aux employés. Et autant les employés pourront dire que aujourd'hui que cette nouvelle loi va faire la part belle aux employeurs. Voilà. Alors on va parcourir un peu les articles. L'article 13, le contrat de travail à durée déterminée peut être renouvelé indéfiniment. Est-ce que cela répond aux normes internationales du travail selon vous? Ma réponse sera nuancée. Elle sera nuancée parce que cette loi a quand même été déclarée conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Absolument. Donc en cela, je suppose que les sages de la Cour, et la Cour qui est la juridiction suprême en cette matière, ont examiné la conformité de cette loi avec les normes internationales. Et donc en cela, je peux par juridisme, dire que c'est conforme aux dispositions du travail, aux dispositions internationales en matière de travail. Donc, renouveler indéfiniment le contrat de travail. Toutefois. Et je voudrais rappeler quand même que la Cour constitutionnelle, au-delà d'être juge de la constitutionnalité, est également juge en matière de droits de l'homme. Et le droit du travail se justifie parce qu'il y a un droit au travail. D'accord. Sans droit au travail, il n'y a pas de droit du travail. Or, le droit au travail est consacré par la DUDH, donc la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples, et ensuite par le pacte, même si la déclaration est juste une déclaration, cela a été devenu un peu plus formel avec le pacte international de 1966 relatif aux droits économiques et socioculturels, lequel dispose en son article, je crois, 6, entre autres que les États, donc notre État, donc le Bénin a ratifié ce pacte-là, donc on fait partie, donc on est État partie, donc les États ont l'obligation
d'accord, reconnaissent le droit au travail pour tous les individus, mais également l'obligation de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde du travail. C'est important de s'attarder là-dessus. Les mesures nécessaires à la sauvegarde du Est-ce travail. que selon vous, le contrat à durée indéterminée, renouvelé indéfiniment, ça sauvegarde le travail? C'est relatif. C'est pour ça que je dis que ma réponse sera nuancée. Et ensuite, je voudrais rappeler les dispositions, les directives de Maastricht, relatives également à la violation des droits économiques et socioculturels, qui prévoient, entre autres, ils disent que sont qualifiés de violation par action l'adoption de lois ou de politiques manifestement incompatibles avec les obligations juridiques préexistantes en rapport avec les dits droits, à moins que cette disposition n'ait pour objet et pour effet de favoriser l'égalité et d'améliorer la réalisation des droits économiques et socioculturels des groupes les plus vulnérables. Et qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que, concrètement, l'État ne peut pas ou ne devrait pas, alors qu'il y a une norme antérieure qui protégeait les couches vulnérables, donc on dit dans la chaîne du travail, dans la relation contractuelle du travail, c'est l'employeur ou c'est l'employé qui est le maillon le plus vulnérable, relativement. Et donc, le législateur ou les États devraient veiller quand même à protéger ces couches vulnérables-là. Avons-nous l'impression, avec cette loi, que... Je vous pose la question. Avons-nous l'impression, avec cette loi, que les employés, les travailleurs, sont moins vulnérables qu'ils ne l'étaient de par le passé? C'est vrai que ça va venir, cette loi va venir discipliner un peu. C'est vrai. Donc il y a quand même du positif là-dedans. Il y a un avantage. L'avantage, c'est que il y a des brebis galeuses un peu partout. Et donc il y en a qui, après qu'on est passé en CDI, on peut se permettre... il y a un peu de laisser aller. On peut se permettre tout. Mais ce n'est pas parce qu'on est en CDI qu'on ne peut pas être licencié. Et donc, au fond, c'est du... On est comme dans un étau, quoi. Et moi, je dirais que oui, ça respecte, mais ça ne protège pas en définitive véritablement. Ça respecte les normes du travail, oui, mais ça ne protège pas véritablement l'employé. Voilà. Alors, la nouvelle loi Elle fait la part belle à l'employeur. Vous le dites. Alors, la nouvelle loi en l'état, est-ce qu'elle est applicable à tous les corps de métier? Je prends par exemple le journalisme. On dit je ne me souviens plus exactement dans quel article c'est, on dit que l'employé doit travailler 8 heures par jour. Est-ce que comme ça, cette loi est applicable à tous les corps de métier parce que le journaliste travaille presque toutes les fois, plus de 8 heures par jour, et les samedis et les dimanches aussi, le journaliste travaille. Est-ce que cette loi, par exemple, on peut l'appliquer à un journaliste? Oui, en fait, cette loi, elle reste je vais dire, elle est applicable à tous les corps de métier. À tous les corps de métier. Pourquoi? Parce que c'est une loi sur le travail. Et qui dit métier dit travail. Qui dit travail dit métier. Donc, elle est applicable à tous les corps de métier. Vous évoquez la question de la durée du travail, de la masse horaire. Oui, la masse légale, c'est de 8 heures. Et je crois que la loi dispose dans l'un de ces articles que les parties au contrat du travail peuvent convenir également de la masse horaire, d'une part. Mais ce n'est pas parce que on a 8 heures de travail qu'il y a également le Code du travail qui organise le traitement relatif aux heures supplémentaires. Et donc Vous savez que ce n'est pas systématique? Ben oui, ce n'est pas systématique, mais bon, c'est quand même organisé par le Code. Et donc, quand vous dépassez la masse convenue,
pacta sunt servanda, donc c'est un principe de droit qui dit que les parties à un contrat sont liées par leur accord, par leur convention. Et donc, si vous en avez convenu à partir du moment où on l'a signé et que c'est organisé par le code qui, lui, n'est pas abrogé, donc c'est dit, on n'a pas dit que la nouvelle loi vient abroger le code, on dit que la nouvelle loi vient abroger les dispositions antérieures. Du moment où la loi n'a pas disposé en cette matière, j'estime que oui, si vous faites plus de 8 heures, c'est en toute légitimité que vous devriez réclamer vos heures supplémentaires. D'accord. On va à présent de mon point de vue, en tout cas. On va à présent aborder l'article 28. Alors, la loi dispose en son article 28 que le licenciement ne peut intervenir que pour motif légitime. Selon vous, qui décide et comment décide-t-on de la légitimité du motif du licenciement? Le motif de licenciement, je dirais que c'est d'abord deux personnes principalement. Il y a l'employeur qui apprécie un acte que vous avez posé et qui estime que vous êtes fautif. Mais ensuite, cela est arbitré in fine par le juge à la lumière des dispositions du Code du travail. Ce motif peut découler des habitudes. Et cela, un motif légitime, par exemple, c'est si vous êtes inapte au travail pour lequel on vous a recruté. Si vous avez des problèmes de santé, de nature à ne pas pouvoir assumer les fonctions, si vous n'avez pas les rendements que l'on attend de vous, etc., etc. Ça, ce sont des motifs légitimes de manière objective. Si, quoi d'autre, si vous n'avez pas les résultats techniquement attendus de vous, souffrez que l'employeur prenne ses responsabilités et que le juge entérine ou n'entérine pas. Maintenant, au-delà de ce que on suppose, je prends un débat qui a souvent en cours devant les juridictions, c'est la question par exemple de la compétence ou du résultat. Si on attend de vous un résultat et que l'employeur lui-même n'a pas créé l'environnement ou n'a pas créé les conditions pour vous permettre d'atteindre ces objectifs, on fera le débat devant le juge. Et donc, oui, qui décide du motif légitime, il y a la loi qui organise la chose, et ensuite, il y a que l'employeur, de manière discrétionnaire, d'accord, décide de ce que, oui, madame telle a commis telle faute, et puis je vous remercie, et puis vos droits, conformément aux dispositions du Code du travail, aux usages et autres, et vous sont reversés ou ne vous sont pas reversés, il peut en prendre la liberté. Le juge va aviser. Donc, en définitive, c'est le juge qui consacre la légitimité ou non du motif allégué pour se séparer de vous. Alors, l'article 30. Tout licenciement abusif donne lieu à réparation. La juridiction compétente peut constater l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances du licenciement. Et donc, il y a un temps pour les enquêtes. Et pendant ce temps, quel est le sort réservé à l'employé? Ah non, c'est pas tout à fait comme ça. Et pendant ce temps, quand on vous licencie, le sort qui vous est réservé, c'est que vous avez le choix. Soit vous avez le choix d'acquiescer votre licenciement, et parce que vous estimez que ce que vous avez fait est suffisamment grave. Je prends un exemple, vous avez volé. Un employé qui a volé. Et l'employeur fait constater qu'il a volé, mais ne veut pas le poursuivre au pénal. Et puis, il dit, mon ami, vous avez volé, et c'est constaté, ils prennent les mesures pour que cela soit constaté, pour le protéger quand même et tout. Et puis, il dit, vous êtes licencié pour cela. Mais c'est que
la plupart du temps, il vaut mieux toujours obtenir la condamnation de vol, faire reconnaître par un jugement ou quelque chose comme ça que la personne a volé. Ou tout au moins obtenir des déclarations qui vous protègent vous et qui font que vous renoncez à la poursuite et que vous lui demandez de rentrer chez lui. Donc si vous avez commis une infraction, c'est que vous êtes libéré, il faut quitter l'entreprise. Donc pendant ce temps, il faut quitter, vous acquiescez. Maintenant, si vous estimez que la décision elle est abusive, le sort qui vous est réservé, c'est simple, c'est de vous battre. Vous choisissez de vous battre ou de ne pas vous battre. Quand vous choisissez de ne pas vous battre, et que, comme nous aimons le dire chez nous, Maunamblo, donc on s'en remet au sort, et vous rentrez chez vous. Là, il n'y a pas d'enquête. Mais dans le cas où... quand vous décidez de vous battre, c'est que vous saisissez la juridiction compétente. Donc, vous déposez une plainte à cet effet. Et donc, c'est l'enquête dont on parle dans la loi. Cette enquête-là se passe devant le tribunal. Mais le sort qui vous est réservé, c'est que votre travail a pris un terme. Que voulez-vous? Vous êtes dehors. Et le juge, maintenant, la juridiction compétente, va prendre par tous les moyens de droit pour instruire le dossier et chercher les éléments de preuve, donc les éléments à charge ou à décharge, les éléments qui confortent ou ne confortent pas la décision prise par le juge. Et pendant toute la procédure... Par l'employeur. Ok. Pendant toute la procédure devant les autorités compétentes, est-ce que l'employé a droit à un salaire ou il reste sans salaire? Non, il n'a pas de salaire. On lui aurait reversé ses droits et puis il rentre chez lui. Donc le sort qui lui est réservé, c'est que il n'y a plus de travail à Zofo. Mais c'est que dans la plupart du cas, on ne reverse pas les droits à l'employé. Oui, là le licenciement serait irrégulier en la forme. Et donc l'employeur s'expose également aux condamnations. C'est vrai que s'expose aux condamnations, c'est pour ça qu'on parle d'indemnité de préavis, indemnité de licenciement, indemnité de compensatrice de congé, etc., etc. Toutes ces indemnités-là sont prévues par le code du travail. Donc l'employeur qui prend le risque de ne pas reverser ses droits, ne pas reverser les droits, par exemple, s'expose à payer non seulement être condamné à reverser ces droits-là, mais également à payer des dommages-intérêts. C'est là qu'il est regrettable, et c'est là qu'il est fortement regrettable que le code est plafonné seulement à 9 mois, parce que certains employeurs peuvent être de mauvaise foi. D'abord, on est dans un monde capitaliste, donc où la méchanceté parfois est la loi. C'est la loi du plus fort. Et donc parfois 9 mois, c'est... Moi, j'estime parfois que c'est ridicule. Parce que l'entreprise n'existe pas sans le travailleur. Vous êtes journaliste et vous êtes en train de faire votre métier là. Et il y a des téléspectateurs qui vous suivent et qui aiment cette émission. Et peut-être à cause de votre personne, de la manière dont vous l'animez et tout. Et donc l'entreprise, cette télé existe parce que vous êtes là. Et donc, il faut qu'il y ait une compensation. Alors, si dans la balance, on doit tout mettre du côté de l'employeur, alors finalement, l'employé qui vient mettre sa force de travail, son génie, son talent, son amour pour ce qu'il fait au service de l'entreprise pour la faire vivre, qu'est-ce qu'il a en retour? Donc c'est en cela que je dis que c'est regrettable que l'on ait plafonné à 9 mois seulement, parce que lorsque vous avez fait 30 ans ou vous avez fait 20 ans et qu'au bout de 20 ans, simplement du fait d'une malcompréhension ou d'un malentendu avec votre employeur, ou simplement parce que votre tête ne lui plaît plus, ou parce qu'il a exigé de vous quelque chose que vous n'avez pas cru devoir faire, et parce que cela n'entre pas dans vos fonctions, ou ça ne cadre pas avec le travail, etc. Et lui, il décide d'inventer quelque chose pour se séparer de vous après 20 ans de loyaux services.
et que l'on ne vous paye que 9 mois de dédommagement. J'estime que c'est à la limite insultant. Au-delà de ça, c'est servile, c'est vassalisant. Ok. Alors nous sommes pris par le temps, mais j'ai bien envie de vous poser cette dernière question. Est-ce que cette nouvelle loi ne livre pas en quelque sorte les femmes? Parce que vous savez, dans certaines sociétés, elles sont vulnérables, elles sont harcelées, et un patron peut, pour motif qu'il juge légitime, peut renvoyer une femme. Est-ce que la loi en l'état ne livre pas un peu la femme? Je crois que la loi ne livre pas que les femmes. Elle ne livre pas que les femmes. C'est l'environnement lui-même c'est tout l'environnement du travailleur. J'ai dit cela à l'avantage de mettre un peu plus de discipline et un peu plus de conscience dans la manière dont on fait le travail, mais les abus, on n'est pas à l'abri des abus. S'agissant des femmes, c'est vrai que vous connaissez l'expression du droit de cuissage, il ne faut pas cacher cela. Et donc, certains employeurs font du chantage, ils brisent des ménages, simplement parce que ils veulent, excusez le terme, ils veulent prendre le pied avec la secrétaire. Avec la secrétaire ou avec en fait une de les employées qui a du caractère, et qui n'en veut pas. Parce que son mariage, ses enfants, son ménage lui tient pas dessus tout. Et donc, oui. Mais c'est lorsque vous n'êtes pas conscient de vos forces que vous vous livrez. Donc, ce n'est pas la loi qui vous livre, c'est vous-même qui vous livrez. S'il y a un employeur qui veut vous faire du chantage, un de perdu, 1000 de retrouvé. Moi, je sais qu'il y a des femmes dignes, des femmes qui se respectent, et des femmes qui sont passionnées de ce qu'elles font, pardon. Et donc, oui. Très rapidement, est-ce que vous avez un conseil à donner aux travailleurs pour finir? 30 secondes. Ce que moi, je vais dire aux travailleurs, c'est en amont, négociez sérieusement vos contrats avant de rentrer dans les entreprises. Voilà. Négociez-les sérieusement et négociez cela de la manière la plus ferme, s'il faut être rapace, en griffe, et exiger tout ce que vous pouvez exiger de l'employeur, mais pour rentrer dans l'emploi, travaillez avec rigueur, de manière à devenir indispensable. Rendez-vous indispensable et faites-vous respecter pour ce que vous faites. Et au-delà de cela, je pense que tel est employé aujourd'hui qui peut devenir employeur demain. Merci beaucoup, ce sera votre mot de fin. Alors, ce sera tout pour cet entretien. On espère avoir apporté quelques clarifications. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.